Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 13 juin et à la une de cette édition, la loi Blanquer. Aujourd'hui se tenait la réunion de la commission mixte parlementaire, une réunion qui doit aboutir à une modification de ce texte, vivement critiqué par les syndicats. Ce changement a conduit le SNUPP-FSU à faire grève dans tout le pays et à Mayotte, la mobilisation est également au rendez-vous puisqu'une dizaine de manifestants se sont réunis devant le vice-rectorat. Pourquoi ce projet ne fait-il pas l'unanimité ? Jaïdi Maolida et Marion Tellier ont recueilli les réactions sur place. Au montage, Leslie Vimonet. Décidément, le projet de loi Blanquer n'en finit plus d'être décrié. Remis en cause dès son annonce initiale, aujourd'hui, il est amené à être revu par les parlementaires et ces modifications sont loin de calmer la colère du personnel enseignant. Au congrès du SNUPP au niveau national, on a décidé qu'aujourd'hui, comme le projet de loi il passait à la commission mixte, de nous retrouver chacun dans nos académies et dans nos départements respectifs pour montrer qu'on est contre cette loi qui vise beaucoup à casser la fonction publique, notamment la suppression de plus de 120 000 postes et le recours de plus en plus à la contractualisation. Privation de la liberté d'expression des enseignants, possibilité pour les directeurs d'école d'être des supérieurs hiérarchiques. Les points de désaccord sont nombreux et la construction des programmes scolaires irrite particulièrement les manifestants. Il y a le CNESCO qui a été... le CNESCO, c'est une commission qui parle des programmes. Ce qui fait que maintenant, les programmes, ce ne sera plus une instance d'experts, mais le programme national, ça risque d'être les ambitions, on va dire, entre guillemets, des ministres de l'éducation nationale qui vont dire on va faire telle chose. Alors que jusqu'à présent, quand même, nous avons une certaine garantie dans l'objectivité de nos programmes. La manifestation du jour répond à l'appel national, mais les grévistes veulent profiter de l'occasion pour rappeler leurs revendications locales. Nous avons d'autres revendications, notamment le taux de l'indexation de salaire qui doit être revu à la hausse, la reprise en compte de l'AGS des collègues qui étaient fonctionnaires de la collectivité avant mais qui exerçaient le métier d'enseignant, une mise en place d'un corps d'AESH, la titularisation des contractuels qui sont déjà précaires et qui vont être encore plus précarisés si ce projet de loi passe. Donc on demande aujourd'hui à ce que toutes ces revendications soient prises en compte. Après une longue grève au mois de février et mars dernier, la réponse apportée par le gouvernement est loin de satisfaire les manifestants qui comptent bien continuer le mouvement. Il est clair que dès le mois d'octobre, septembre ou octobre, il y aura de nouvelles mobilisations au niveau national. Et au niveau local, sachant que de toute façon, comme on n'a pas encore avancé sur nos revendications, on risque encore de remplir. Malgré une faible mobilisation aujourd'hui, les syndicalistes semblent optimistes pour les prochaines échéances. Pour l'heure, la priorité est donnée aux élèves, les examens de fin d'année approchant un grand pas. Grève toujours. Hier, une partie des sapeurs-pompiers du département ont manifesté dans les rues du chef-lieu. Depuis plusieurs semaines, ils réclament de meilleures conditions de travail, mais pour l'heure, le dialogue avec la direction ne passe pas. Hier, la présidente du service, Mouanecha Soumaïla, a accepté une revalorisation de la prime IAT. Cependant, sa proposition ne répond pas à l'ensemble des revendications des pompiers. Écoutons plutôt Abdul Karim Ahmed Alaoui lors de la matinale de Kouessi. Elle a répondu à certaines propositions, mais pas à toutes. Donc, clairement, cette proposition-là, vous ne la validez pas. Vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition. Nous ne sommes pas d'accord. Nous estimons qu'aujourd'hui, on doit discuter sur tout, et avoir des avancées sur tout. Parce que, je le répète toujours, l'IAT, c'est une question d'équité, c'est une question de répondre à la pénibilité des sapeurs-pompiers, c'est une question d'égalité, tout par rapport au travail que nous faisons, par rapport. Vous savez, Patrice, ici dans ce département, nous sommes pompiers, mais pas comme les pompiers. Nous sommes pompiers comme les pompiers métropolitains, mais nous faisons pas la même chose. Ici, on sécurise des accouchements, on fait les malades à domicile, on assure le transport sanitaire vu par rapport aux carences des transporteurs privés. Et tout ce travail-là se fait il doit être récompensé. Donc, l'IAT, elle trouve toute sa légitimité par rapport à ça. Et ça, notre direction refuse de le voir.
Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Mahmoud Aziari, porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte. Mahmoud, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, je vous ai annoncé comme porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte. On le sait, il y a un conflit sur ce point. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais comment doit-on vous annoncer aujourd'hui ? Alors, je suis porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte. Mais ça risque de poser conflit et on risque de ne pas forcément comprendre parce qu'il y a deux collectifs aujourd'hui. Est-ce que la meilleure solution ne serait pas de changer de nom ? Dans la mesure où ce nom, il a été déposé en préfecture aujourd'hui par Estelle Youssoufa et les personnes qui la soutiennent. D'accord. Écoutez... Collectif de Mayotte, peut-être, pour être encore plus rassemblant. Non, mais je vous donne un exemple simple. Ce collectif, ce qu'on appelle le collectif des citoyens de Mayotte, a existé pendant la grève de 2018. Et pendant la grève de 2018, personne n'a vu de Estelle Youssoufa, personne. Il est né autour du mois de février 2018. 2018. Et je peux vous dire, la personne qui a fait des démarches, qui a vu tous les membres des associations pour monter ça, c'est Maïla, du CODIM, qui a fait tout ce travail. Maïla Soumaïla. Oui, c'est Maïla, qu'on appelle Moada de temps en temps. Elle a fait tout ce travail-là. Et moi, je donne un exemple simple par rapport à la question que vous me posez. Supposons que une femme est enceinte, elle porte le bébé pendant 4 mois avec 9 mois. 9 mois avec les vertiges, les problèmes et tout ça. Au bout de 9 mois, le bébé arrive, elle lui donne un nom. Elle dit par exemple, le bébé s'appelle Pierre. Et une autre femme va à la mairie et dit, voilà, moi je viens enregistrer ici un bébé qui s'appelle Pierre. Moi je l'enregistre. Ça existe, ce sont des femmes porteuses. Mais non, aujourd'hui, là, elle y va, c'est tout. La femme porteuse, c'est quelqu'un qui passe un contrat avant avec des gens pour dire, vous portez mon enfant, mais quand c'est mon enfant. Ça, c'est un contrat qui est passé au départ, avec des règles très très strictes. C'est pas le cas aujourd'hui. Ici, c'est pas un cas. Je vous dis, au moment de la naissance du collectif, Estelle, personne ne la connaissait. Personne. Ok. Donc, c'est pour dire d'abord, quelqu'un qui va juste enregistrer quelque chose à la préfecture qui existe déjà, non. Ça s'appelle de l'usurpation d'identité en termes juridiques. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une confusion pour les gens qui justement soutiennent et ont envie justement de s'investir, mais ils vont dire, mais attendez, d'un côté on a Estelle Youssoufa qui nous parle de collectif, est-ce que c'est pas ça le risque? Parce qu'on va venir dans la foulée sur les actions. Le risque, il est posé par qui? Alors moi je vous dis tout de suite, si le collectif n'avait pas déposé de statut, c'est parce que le collectif ne sentait pas le besoin. Ici nous sommes à Mayotte. Vous savez, dans tous les quartiers ici, on organise des tontines. C'est des sommes d'argent parfois très importantes. Et pourtant, personne ne dépose des statuts des associations de tontines. Personne ne va signer des contrats. Quand vous donnez votre argent, il n'y a même pas de reçu. Les gens fonctionnent comme ça ici. Donc quand les gens ont dit on se organise en collectif, il n'y avait pas besoin de statut. Si le besoin s'en était fait sentir, ils auraient déposé un statut. Le besoin ne s'est pas fait sentir, ils n'ont pas déposé de statut. Mais le nom collectif des citoyens de Mayotte est utilisé sur Facebook, raison pour laquelle le groupe qui prétend avoir déposé un statut n'arrive plus à utiliser ce nom parce que le nom collectif des citoyens de Mayotte est utilisé sur Facebook, où c'est l'endroit le plus lu. Et sur Facebook, ce groupe-là a un nom qui s'appelle Collectif intersyndical de Mayotte ou quelque chose de ce genre-là. Ok. La confusion, elle est semée par ceux qui sont venus après. C'est une question d'antériorité, ok, et de postériorité. Les gens qui sont venus après, ce sont eux qui ont semé cette confusion. Alors cette confusion, maintenant, on leur dit arrêtez parce que cette confusion est source de problèmes. Mais s'ils ne veulent pas arrêter d'une certaine façon, on s'en fout parce que la paperasse, c'est pour l'administration. De toute façon, on s'en fout, on continue. La deuxième chose que je voulais dire, là je sors d'une réunion où on prépare le meeting la manifestation de samedi. Samedi, on va y venir ensuite. Oui, ok. Mais je voulais juste dire, à cette réunion, il y a les membres de tous ces groupes plus ou moins éparpillés qui sont d'accord pour travailler ensemble et préparer les choses. Donc, de toute façon, la réalité nous rattrape très vite. La réalité de Mayotte... Vous pensez qu'il y a un consensus qui peut être trouvé? Mais de toute façon, ce consensus existe. Cette histoire de division, je ne la comprends pas parce qu'elle est fabriquée. Mais les gens qui sont en train de militer et qui veulent travailler pour Mayotte, eux, de toute façon, très rapidement passeront au-dessus de ça parce qu'en réalité,
on s'en fout de ces histoires de statut, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Alors, il y a Mahmoud, un collectif des citoyens de Mayotte, il y a des gens qui travaillent et ces gens continueront de travailler. parlons justement des actions, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse par rapport à votre organisation. Vous avez des grands combats à mener. Est-ce que pour les mener, c'est pas mieux quand même, effectivement, d'avoir déposé un statut, comme l'explique Estelle Youssoufa? On va prendre des exemples très simples sur les occupations illégales. Lorsqu'il faut saisir un tribunal administratif, effectivement, il faut parfois se porter partie civile, et pour ça, il faut Le collectif des citoyens de Mayotte, c'est un ensemble d'associations qui ont des statuts. Ok? Donc, si quelqu'un du CODIM, par exemple, est emmerdé, ben, le CODIM a des statuts. Ça se passera comme ça? A des statuts. Les assoiffés, toutes ces associations ont des statuts. Le collectif, c'était une coordination d'activités. Donc, si les gens ne le font pas, alors on parle d'Estelle Youssoufa, je sais que ça la gêne, et à un moment donné, pour ne pas avoir des problèmes avec elle, j'ai pas envie de prononcer son nom tout le temps. Mais mon Dieu, nous sommes suffisamment mûrs ici. Je suppose qu'il y a plein de gens à Mayotte qui sont capables de comprendre s'il nous faut un statut ou pas. Je ne suis pas certain qu'ici à Mayotte, il faut attendre qu'une Estelle Youssoufa apparaisse un jour pour nous expliquer l'intérêt d'avoir des statuts. Enfin, je veux dire, quelqu'un comme moi, j'ai dirigé une société, j'ai eu des avocats, 4, 5 avocats, j'ai préparé des dossiers sur des tas de sujets commerciaux, pénals, etc. Est-ce qu'il faut comprendre, Mahmoud Aziari, que finalement, il y aura ce collectif qui va se réunir avec toutes ces associations, et que pour certains sujets, je pense par exemple effectivement à la question de l'environnement, des atteintes à l'environnement, ça pourrait être les assoiffés du Sud, effectivement, qui déposent les recours devant le tribunal ou voilà, devant les tribunaux. Ça peut être ça. Mais vous comprenez après le corollaire à votre question. C'est-à-dire diviser les missions, les combats au travers des associations qui composent le collectif. Ce sont des spécialisations, un peu comme la division du travail, de Taylor, etc. Mais, on se dirige vers ça? Mais non, ça c'est la réalité qui arrive. Maintenant, supposons aujourd'hui qu'on veut effectivement déposer des statuts. Mais le statut, c'est le nom collectif des citoyens de Mayotte. Et on ne peut pas, parce que c'est bloqué. Vous vous rappelez l'affaire Vivendi, il y a quelques années, quand Internet a commencé? Une affaire très importante. Voilà, les gens qui ont compris tout de suite, les gens sont allés déposer des noms Internet, de sites Internet Vivendi. Et Vivendi a dû débourser des millions pour acheter le nom, parce que Vivendi n'avait pas eu le réflexe d'aller tout de suite déposer le nom sur les sites, parce qu'Internet commençait et le e-commerce commençait à peine de naître. Donc il y a des gens comme ça qui sont futés, qui se disent, tiens, le nom là, il a une valeur, je vais le déposer, je me l'approprie, et ce sera d'une certaine façon mon objet de négociation. Mais là, on n'est pas ici. Et effectivement, aujourd'hui, si on veut déposer des statuts, eh bien, si Estelle Youssoufa nous dit, écoutez, vous ne pouvez pas, vous passez par moi, c'est comme si, au fond, c'est un chantage. Mais j'espère, moi, j'appelle au bon sens. J'espère qu'on peut résoudre cette question facilement. Mais je vous le dis tout de suite, nous sommes des Mahorais. On trouvera toujours un moyen, parce qu'on a fonctionné sur des tas de choses ici sans statut. On peut continuer à fonctionner sans statut. Je vous rappelle, Salim Naouda, on a été plusieurs ici à faire cotiser des gens pour trouver de l'argent, payer des avocats, etc. pour lui. Et je peux vous assurer... Il était en conflit, effectivement, avec l'histoire de Idanel et Daniel Zedani, mais il n'y avait pas de statut. Et pourtant, on a récolté cette somme et on a eu des contacts avec des avocats. Parlons des actions, Mahmoud, des combats. Quelles sont vos priorités aujourd'hui avec votre collectif? On le sait, on va en parler. Il va y avoir samedi la question finalement de la vie chère, du prix des billets et du monopole des Rostrales. Mais quelles sont vos priorités aujourd'hui, les combats que vous allez mener? Vous êtes réunis à plusieurs reprises, dimanche, vous venez encore de vous réunir aujourd'hui. Est-ce que vous avez défini justement les combats qu'il faut mener dès à présent? Bien, parce qu'il y a des gens qui me posent des questions sur un programme. D'abord, on n'a pas de programme parce qu'on n'est pas un parti politique et on ne sera pas un parti politique. Mais effectivement, il y aura des combats à mener. Alors, ça peut être long d'en parler, mais je résume la situation. Nous sommes dans un contexte où Mayotte s'enfonce. Alors, je disais que j'écrivais à un moment donné que Mayotte s'enfonce et sa population est en désespoir, ce qui a été repris dans un article du journal Le Monde. Et voilà, la petite pointe d'humour, c'est que même physiquement, avec le volcan, Mayotte s'enfonce aussi géologiquement. C'est triste, mais c'est vrai que Mayotte s'enfonce dans tous les domaines. Et le constat qu'on fait, c'est que d'abord, on n'a pas les élus qu'il faut pour faire face
à ces situations très très dures pour Mayotte, et les quelques élus et le gouvernement nous méprise, nous abandonne, et les quelques élus qu'on a, le gouvernement les utilise parfois contre nous. Qu'est-ce qu'il faut faire alors aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut faire, c'est que la population s'organise autour de tous ces thèmes-là, et la population pousse d'abord ses élus, parce qu'après tout, ce sont ses représentants. Et puis, si les élus ne sont pas en phase, alors on descendra dans la rue. Au fond, nous aussi, on a pris des gilets jaunes. Les gilets jaunes n'avaient pas de direction, de statut, de je ne sais pas quoi. Ils ont dit, OK, on est en colère et on descend. On fait des actions et on montre qu'on est là. Et puis, c'est après qu'ils ont commencé à parler des députés et des sénateurs. Mais il y a des moments, quand c'est dur comme ça, la population se lève et s'en va. Mais regardez. Mais Mahmoud, la rue, ça ne résout pas tout, on l'a vu. Il y a eu des semaines de grève dans la rue, des blocages, des barrages. Finalement, ça n'a pas Eh bien, vous avez raison sur 2 points. D'abord, c'est que de tous les Outre-mer, Mayotte est le territoire d'Outre-mer le plus méprisé par l'État. Le plus méprisé. Mayotte a le territoire qui a les élus les plus faibles. On n'a pas de Vergès comme à La Réunion, on n'a pas eu de Césaire, on n'a même pas les élus actuels qu'on connaît à La Réunion et en Outre-mer. Les élus de Mayotte sont extrêmement faibles, très dociles, et se font menacer par un simple préfet ici. On a un vice-président du Sénat quand même. C'est une haute fonction, le sénateur Tani. Mais ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Ça ne sert à rien. On n'a rien. Donc, pour moi, on a des élus extrêmement faibles. Et donc, c'est parce qu'on a des élus extrêmement faibles, un fort mépris de l'État, un système ici, socio-économique, un système féodalo-économique, qui est très prégnant avec ses monopoles, Air Austral, les grands groupes, etc. Et tout est fait pour que, en fait, on s'enfonce. Vous voyez, Jacques Martial se plaignait, par exemple, que même au niveau de la gestion du FEDER, à la préfecture, son projet d'hôtel n'a pas été soutenu par les fonds européens. Il croit qu'il y a une discrimination, et beaucoup de Mahorais me le confient en disant oui, effectivement, tout semble discriminatoire. Il n'y a pas de grand patron mahorais, vous ne le voyez pas parce qu'il y a un plafond de verre dans la chaise des financements, il y a tout ça. Je bosse sur ces sujets-là et je vois. Et puis, regardez le traitement de l'immigration clandestine à Mayotte. C'est de la discrimination. Emmanuel Macron se réunit avec tous les dirigeants de l'Europe pour parler d'immigration, de la façon dont il faut traiter tout ça au niveau européen. Quand il y a un bateau de 58 personnes qui arrive à Lampedusa ou je ne sais pas où, et parfois le bateau reste, n'accoste pas pendant 3, 4 jours, 8 jours, parce qu'en Europe on discute. Et ici, quand 200, 300 personnes arrivent, ça n'aime pas la France, ça n'aime pas l'Europe. Et le ministre nous dit, mais gardez-les à Mayotte. Parce que l'idée de les faire venir en Europe, ça ferait un appel d'air. Donc gardez-les à Mayotte. Et d'une certaine façon, si on récupère toute l'extrême pauvreté de la région, vous n'avez qu'à vous débrouiller avec Mayotte, avec ça à Mayotte, vous qui êtes déjà très pauvre. Mahmoud Aziari, le temps nous presse, il faut conclure. Parlons de ce qui va se passer samedi, parce que là, on est dans du concret, dans une vraie action. On a vu justement l'affiche derrière vous, mobilisation. Alors, samedi, je ne sais pas si l'affiche, on peut la voir, mais... On la voit là, actuellement en direct. Ok. Donc samedi, il y aura des bus partout. Je pense qu'on va pouvoir mobiliser autour d'une quinzaine de bus, peut-être même ça peut être jusqu'à une vingtaine de bus, parce que pratiquement tous les transporteurs mahorais sont mobilisés sur ça. Donc il y aura de la communication, il y aura des référents dans tous les coins de Mayotte, mais ces référents sont plus ou moins connus, parce que ce n'est pas la première fois quand même que ces choses-là sont organisées. Pendant la grève, ces mêmes transporteurs ont transporté des gens souvent. Donc les gens connaîtront ces points. Ils sont attendus à la place de la République à 9h. Et arriver à la place de la République à 9h, là il y aura des prises de parole et probablement une petite marche, une marche assez courte pour au moins signifier notre colère par rapport à Air Austral. Mais il n'y a pas qu'Air Austral qui est visé dans l'histoire. Il y a aussi cette collusion avec l'État à travers la DGAC qui permet ce monopole d'Air Austral ici, mais il y a aussi les pratiques d'Air Austral avec sa fusion ou son acquisition avec Air Madagascar, avec ses accords avec Kenya Airways, avec l'idée que la DGAC arrive à empêcher Air Mauritius de venir, ou Air Seychelles, etc. Tout ça, c'est ça qu'on va dénoncer ce jour-là, et surtout, attendre rapidement des résultats de l'État pour qu'il y ait suffisamment une organisation ici de la concurrence suffisamment saine à Mayotte, avec probablement l'entrée en liste de la piste longue, pour que enfin les Mahorais puissent au moins sur ce sujet-là être traités comme les autres.
Merci beaucoup Mahmoud Aziari d'avoir accepté notre invitation. Et le rendez-vous est pris donc ce samedi, cette grande mobilisation prévue place de la République. Merci. Tout autre sujet maintenant, les bénévoles de la SNSM ont rendu hommage ce midi aux sauveteurs morts vendredi dernier lors d'une tentative de sauvetage au Sables d'Olonne. La Société nationale des sauveteurs en mer, créée en 1967, n'avait connu jusqu'alors que 2 autres accidents mortels. Cette tragédie a endeuillé le milieu marin français. Les bénévoles locaux de la CNSM sont donc partis en mer déposer des gerbes de fleurs en souvenir de leurs défunts collègues. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Les bénévoles de la SNSM ont rendu hommage aux 3 sauveteurs morts vendredi dernier lors d'un sauvetage au Sables d'Olonne. Sortis pour tenter de porter secours à un marin en détresse, leur bateau s'est retourné. 3 d'entre eux sont restés coincés à l'intérieur, les 4 autres ont pu regagner le rivage. La dépose des gerbes de fleurs en souvenir aux disparus s'est déroulée en parallèle de la cérémonie au Sables d'Olonne, où le président Macron a fait un discours pour rendre hommage aux sauveteurs. C'est déjà à l'initiative de l'ensemble du monde des marins. En commémoration et en hommage à ces 3 sauveteurs qui ont donné leur vie, qui ont donné leur temps pour aller effectivement dans des conditions particulièrement délicates, sauver la vie de personnes et qui ont trouvé malheureusement la mort au cours de cette opération. Donc c'est tout simplement leur rendre hommage, mais rendre hommage globalement à l'ensemble des sauveteurs en mer qui font un travail extraordinaire ici à Mayotte, mais comme dans toute la France. Un travail important, surtout dans un lagon fréquenté comme celui de Mayotte. C'est une journée qui reflète l'importance de la sécurité. C'est une journée aussi qui malheureusement reflète le besoin de ces bénévoles qui partent au péril de leur vie et qui malheureusement de temps en temps y trouvent la mort. Des sauveteurs en mer qui mettent leur vie en jeu malgré des moyens financiers très faibles, à l'image de leur vedette en panne depuis janvier. Depuis le mois de janvier, nous n'avons plus de bateau. Le bateau a une avarie majeure, on a perdu un flotteur, ce qui le rend inopérationnel. Par ailleurs, ce bateau a 11 ans et commence à ne plus être fonctionnel. Et on a vu que le matériel, la fonctionnalité et la sécurité du matériel, c'est la sécurité des personnels embarqués. Une sécurité importante quand on voit ce qu'une défaillance technique peut provoquer sur un bateau pris en pleine tempête. Vous pouvez soutenir les sauveteurs de la SNSM en faisant des dons sur leur site snsm.org. Et les tragédies se multiplient également sur les routes du département. Cet après-midi, la préfecture a procédé à une vaste opération au niveau du carrefour de Tsararano. Les gendarmes ont procédé au contrôle de tous les 2 roues circulant dans la zone. Depuis le début de l'année 2019, on ne compte pas moins de 6 morts sur les routes du département. Un chiffre en augmentation, à l'instar des contrôles qui ont augmenté de plus 150% lors du premier trimestre. Lors de l'opération, les gendarmes ont également mené des contrôles dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Écoutons plutôt le directeur de cabinet du préfet au micro de Patrick Mian. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire une opération spécifique de roues, puis pour sensibiliser déjà les gens, mais aussi faire en sorte que ceux qui sont sur les routes et ne respectent pas les règles de sécurité et les règles du code de la route soient tout simplement verbalisés et puissent prendre conscience de leurs actes. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis ça, mais c'est aussi parce que tout simplement, depuis déjà le début de l'année, mais plus largement depuis quelques temps, on se rend compte que il y a une augmentation de la mortalité sur les routes à Mayotte, augmentation qui est liée en particulier au trafic de 2 roues, dont ces personnes sont les premières victimes de ces accidents. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité, avec Monsieur le Préfet, faire en sorte qu'il y ait des opérations spécifiques et une augmentation des contrôles de police de la route sur le département. 12 Sri Lankais expulsés du département, la recentralisation du RSA ou encore la rupture du contrat d'affermage. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce jeudi 13 juin. Le 27 mai dernier, 18 ressortissants sri-lankais sont entrés illégalement à Mayotte. Transportés au CRAT où sont demandés l'asile, après un premier examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, 12 demandes ont été considérées comme étant infondées. 6 demandes feront l'objet d'un examen plus approfondi par l'OFPRA dans les prochaines semaines. En attendant, ils sont laissés libres de circuler.
Hier, les 12 demandeurs déboutés ont été réacheminés vers le Sri Lanka par un vol affrété par l'État français. Selon la préfecture, parallèlement, une enquête est en cours pour déterminer les modalités de traversée de ces personnes, les complicités ou aides dont ils ont pu bénéficier et travailler au démantèlement des éventuelles filières. En effet, de sources sûres, ces migrants ne sont pas arrivés directement du Sri Lanka, mais sont passés par Madagascar avant de rejoindre Mayotte à l'aide d'un boutre malgache. La recentralisation du RSA avait été promise par le gouvernement. Depuis le 1er janvier dernier, l'État prend à sa charge l'ensemble de cette dépense sociale à Mayotte. Pour aller plus loin, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, le Conseil départemental, Pôle emploi et la mission locale ont signé hier une convention afin d'améliorer l'accompagnement et le suivi des bénéficiaires du RSA. L'un des premiers chantiers consiste à faire connaître cette aide sociale au plus grand nombre. Pour ce faire, des plaquettes, des spots publicitaires et une communication globale va être mise en place. Mayotte ne compte aujourd'hui que 5000 bénéficiaires du RSA sur les près de 15 000 allocataires potentiels. 24 agents d'accueil répartis sur tout le territoire vont donc répondre aux questionnements des Mahorais, tandis que des réunions seront organisées tous les trimestres afin de faire le point sur les dossiers. Objectif, un retour à l'emploi pour les allocataires qui doivent faire du RSA un outil d'insertion. Gino Gotti, le président de Vinci dans les Dom-Tom, est actuellement à Mayotte. Il vient négocier avec Moussa Mohammadi Bavi, le président du Siam, suite à la rupture du contrat d'affermage. Les discussions ont débuté ce matin et sont programmées jusqu'à demain en fin de journée. En effet, la loi oblige Moussa Mohammadi Bavi à négocier lorsqu'une mise en demeure est déclenchée, même si cela n'enlève rien à la procédure en cours. Selon une source proche du dossier, le patron du Siam reste ferme sur ces 3 points de négociation, à savoir la baisse du prix de l'eau, la récupération de la gestion des compteurs ou encore le partage des bénéfices à hauteur de 50% entre le Siam et la SMAE. Pour ces négociations, le président est accompagné de 5 élus du Siam et du directeur du bureau d'études. De l'autre côté, la délégation de Vinci sera composée de Gino Gotti et de l'avocat du groupe Vinci. La préfecture joue quant à elle un rôle d'arbitre grâce à un représentant du préfet. On termine ce journal avec les résultats de la Coupe du Mot d'Or qui ont été dévoilés aujourd'hui. Ce concours national mis en place par l'APFA vise à développer le français comme langue professionnelle des affaires. Cette année, 3 établissements scolaires mahorais ont présenté des élèves. Les enseignants, membres du jury, ont à ce titre corrigé les copies des 160 candidats, puis classé les 16 meilleures productions de l'académie. Ils étaient ce matin conviés au vice-rectorat pour une remise de prix. Comment s'est déroulé ce concours? À quoi pourront prétendre les lauréats de chaque académie? Un reportage signé Marion Tellier. Ce matin, 16 élèves issus de l'enseignement technologique, supérieur ou encore de BTS ont été récompensés dans le cadre du concours du Mot d'Or. Un concours créé pour faire connaître le vocabulaire de l'économie, de la gestion et des affaires utilisé par les professionnels. Il s'agit de la 4e édition organisée sur l'île. L'épreuve est individuelle et comprend 4 parties à réaliser durant un laps de temps d'1 heure. On nous avait donné 2 semaines pour réfléchir à un projet. Et donc après, il fallait l'expliquer sur feuille, en 20 lignes, quelque chose comme ça. Il fallait être concis sur l'explication. Bon pour restaurant, livres de poche, appareils électroménagers ou encore ordinateurs portables constituaient les différents prix remis aux étudiants. Le lauréat de l'académie a quant à lui obtenu un billet d'avion Dzaoudzi Paris remis par Moïse Issoufali, directeur de l'agence Issoufali et partenaire de l'événement. Il s'est également vu remettre une invitation à un prochain rendez-vous culturel à l'horizon 2020. Il part en métropole pour l'une finale. Pour la semaine de la francophonie qui a lieu au mois de mars 2020, donc il partira en mars 2020, une semaine prise en charge par l'association et il vous présentera son projet et puis il sera en concurrence, mis en concurrence avec les autres lauréats d'autres pays, de la France et d'autres pays. Cette année, l'Académie de Mayotte comptait 160 candidats. Une 5e édition est d'ores et déjà d'actualité sur l'île. L'objectif, continuer de fédérer les étudiants autour d'une créativité et d'une dynamique entrepreneuriale. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.